Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Un parfum littéraire. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'une œuvre qui peut être présentée par des candidats au baccalauréat de français dans le cadre de la deuxième partie de l'épreuve des oraux des EAF. Il s'agit de Ulysse from Bagdad d'Éric Emmanuel Schmitt. Alors, cette histoire de Saad, je le prononce sûrement très mal, qui est un Irakien né sous Saddam Hussein, qui est habitué donc à la dictature et qui va se trouver confronté à 11 ans de façon très brutale à la terreur, avec l'arrestation arbitraire et la torture de son oncle, alors que la famille jusqu'à présent avait été un lieu de refuge et de paix. Va s'en suivre la volonté d'une rébellion dans l'esprit de ce jeune adolescent et l'instruction que va lui donner son père grâce à la littérature censurée mais qu'il a conservée. On va également avoir la réalité terrible de l'embargo international. Éric Emmanuel Schmitt, il s'est appuyé sur des faits historiques pour cette histoire et la déclaration de la guerre entre l'Amérique et l'Irak. La chute du dictateur et les atrocités qui s'en sont suivies pour la population locale jusqu'à la décision de Saad, d'ailleurs c'est pas vraiment lui qui décide, c'est sa mère, de partir tenter sa chance en Europe. Alors c'est une œuvre qui est très émouvante et qui est très simple à lire, c'est je pense la grande force de cet ouvrage. C'est vraiment pas compliqué, on le lit assez rapidement, moi il m'a fallu une journée pour le lire. C'est une œuvre qui est donc drôle, vraiment, on s'y attendrait pas, mais en vérité il y a plusieurs passages où on sourit, voire où on peut s'esclaffer, donc vraiment il y a des moments comme ça qui sont assez rigolos, donc elle est très touchante également, bien sûr elle est triste, il y a des personnages auxquels on s'attache, et je vous en dis pas plus, la réalité de la guerre est quand même très présente, donc c'est parfois assez épouvantable, mais tout au long du texte, il y a quand même un espoir, une espérance qui se fait et qu'on ne lâche pas. Ça rejoint d'ailleurs le nom du personnage, Saad, l'Inkipit parle de ça, de la double signification de son nom, puisque en arabe, Saad, ça veut dire espoir, mais en anglais, Saad, ça veut dire triste. Voilà. La symbolique, elle est très présente dans ce texte. Ça commence avec le titre. Les références à Ulysse et à son Odyssée, elles sont omniprésentes, puisqu'en fait, il s'agit d'une forme de réécriture, à ceci près que Ulysse, il rentre chez lui après la guerre de Troie, là où Saad, lui, il va quitter la guerre pour aller ailleurs. En Europe, en Angleterre plus précisément. Alors, il n'est pas essentiel d'avoir ces références pour apprécier le texte. Par contre, c'est nécessaire, si vous présentez cette œuvre au bac, de maîtriser ces références pour saisir certaines finesses du texte. C'est ce sur quoi en fait je vais m'attarder, ça va être un format un petit peu différent d'habitude, je vais surtout m'attarder sur les questions qu'on peut poser, qu'un jury de bac peut poser à un élève lors de l'entretien autour de cette œuvre. Mais avant, j'aimerais juste mettre en lumière quelques éléments un petit peu en vrac. D'abord, la description du quotidien durant la guerre civile, vraiment c'est criant de réalité. Parfois on a l'impression de visualiser des extraits du film West Beyrouth, qui a été réalisé dans les années 90, il me semble, et on a par exemple cette scène où il y a des enfants qui doivent aller dans un autre quartier et qui passent dans les rues en essayant d'éviter les tirs. Bon voilà, on est vraiment là-dedans dans ce début de texte de Éric Emmanuel Schmitt. On a aussi l'impression parfois de lire des témoignages de civils. Vous savez que j'ai travaillé sur la guerre du Liban et donc j'ai lu des témoignages comme ça et parfois on a vraiment l'impression d'être confronté à ces récits véridiques. C'est pareil pour la réalité des passages des frontières. On est vraiment plongé au cœur de l'atrocité. Alors je ne veux pas vous dévoiler des choses qui pourraient gâcher votre lecture, mais on ne peut pas faire comme si on ne savait pas une fois qu'on a lu ce texte. De la même façon, il y a tellement d'humanité dans ce récit que clore le livre et se dire que les migrants, c'est des profiteurs, c'est des gens qui viennent voler le travail des Européens, qui cherchent à profiter du système, c'est pas possible. En fait, vraiment, ce n'est pas possible. Dernier point qui a rien à voir, mais je vous ai dit, ça me vient un peu en vrac.
On a une ouverture qui se fait sur un renoncement parce que Saad dit qu'il va être le dernier de sa famille et en fait à la fin ça s'achève avec le mot espoir, c'est le dernier terme du texte. Donc on a une fin ouverte, libre à nous d'imaginer la suite mais qui se veut du coup évidemment empreinte de vie plutôt que de mort. Donc maintenant, les questions qu'on peut vous poser si vous voulez présenter cette œuvre au bac. La première, évidemment, c'est comment est-ce que vous reliez cette œuvre au parcours personnage en marge et plaisir romanesque. Là, je vais juste vous poser des questions, c'est-à-dire que je ne vais pas vous donner d'éléments de réponse, puisque c'est quand même le principe de cette épreuve, c'est à vous de réfléchir à tout ça. Donc, cette question-là. Ensuite, expliquez le titre. En développant, pas juste en disant bah voilà, il voulait cacher son nom donc il s'est appelé Ulysse et comme il vient de Bagdad, ben ça a donné Ulysse from Bagdad. Bah non, pourquoi Ulysse pourquoi le choix de l'anglais par exemple? Ça aurait pu être Ulysse de Bagdad, pourquoi c'est Ulysse from Bagdad? Voilà. Au début, quelles sont les problématiques identitaires que va rencontrer le personnage? Parce qu'il y en a et il n'y en a pas qu'une. Donc quelles problématiques et pourquoi? Qui est et qui sont dans l'ordre, ou dans le désordre d'ailleurs, je sais plus, les lotophages, les sirènes, Circé, le Cyclope, Nausicaa, Calypso, Pénélope, qui sont autant de personnages homériques qu'on retrouve dans le texte, et évidemment, quel parallèle est-ce qu'on peut faire entre ces personnages homériques et ceux qui sont créés par Éric Emmanuel Schmitt? Alors là, je vous donne un exemple avec le Cyclope. Chez Homère, le Cyclope, c'est celui qui va dévorer les hommes, c'est celui qui va les réduire à néant, et il va les enfermer dans une grotte en attendant de les manger. Dans Ulysse from Bagdad, ce Cyclope, il est incarné par un homme qui est d'ailleurs plus proche du crapaud que de l'être humain. Moi, il m'a fait penser, quand j'ai lu la description, il m'a vraiment fait penser dans Star Wars à Jabba le Hutt. Bref, donc à cet être-là borgne, donc c'est un premier point commun, il n'y a qu'un œil qui fonctionne. Ensuite, c'est un personnage qui va interroger Saad régulièrement dans son bureau, qui devient donc la grotte, qui est d'ailleurs très sombre, hein, c'est dit plusieurs fois, dans le but de lui faire avouer son identité et son origine pour le renvoyer chez lui. Sauf que le renvoi, c'est la mort de Saad. Et c'est justement ce qu'attend le geôlier, une dévoration symbolique ou métaphorique. Et pour y échapper, Saad, il doit ruser. Et pour ruser, il va utiliser la parole, exactement comme Ulysse. Et Éric Emmanuel Schmitt, il va même plus loin dans le parallèle. En fait, il va faire vraiment une réécriture claire du mythe, puisque en rêve, Saad, il va profiter de l'assoupissement de ce géant, de ce maton, pour lui voler un compas avec lequel il va crever son œil unique pour pouvoir s'échapper du centre de rétention. Donc, voilà, on est vraiment sur des parallèles qui peuvent être très, très clairs à identifier. Question suivante, qu'est-ce que dénonce Éric Emmanuel Schmitt? Et il y a plusieurs éléments de réponse, parce qu'il y a plusieurs choses qui sont dénoncées par l'auteur dans ce texte. Quel est le regard qui est porté sur la guerre en Irak, sur les migrants, sur les réfugiés, sur les Européens et sur le rapport des Européens au monde et aux autres, sur l'ouverture et la fermeture des frontières? Qu'est-ce qu'incarne le personnage du père? Quelle importance l'auteur donne-t-il à la littérature? Plus vaste, qu'est-ce que vous a appris le texte? Est-ce que c'est un texte qui est toujours d'actualité 20 ans après son écriture? Est-ce qu'il y a une phrase ou une étape qui vous a particulièrement marqué et pourquoi? Voilà, quelques questions auxquelles il est important de réfléchir avant de passer à l'oral, puisque personnellement, en tant que jury, c'est clairement vers ces questions-là que je m'orienterai à partir de ce que dirait l'élève. Pour vous aider dans votre réflexion, j'ai relevé quelques citations éclairantes plus ou moins longues. Je vais commencer par les plus courtes, et après j'enchaînerai avec les plus longues. Donc, parmi les plus courtes, vous avez « J'attrapais le goût de la lecture ou de la liberté, ce qui s'équivaut. Le rire appartenait au matériel de survie. Le monde des clandestins, c'est un monde dont le ciment est la peur. J'accepte le travail qu'ils refusent. L'histoire humaine, c'est l'histoire des frontières qui se déplacent. » Citation qui va me permettre de faire la transition ensuite vers les plus longues. « C'est là que commence la barbarie, Saad, quand on ne se reconnaît plus dans l'autre, quand on désigne des sous-hommes, quand on classe l'humain de façon hiérarchique et qu'on exclut certains de l'humanité. » Et je passe donc aux citations plus longues que je vais prendre dans l'ordre chronologique du texte et non pas par thématique. Donc, dialogue entre le père et Saad.
Oui, fils, nous souhaiterions débiter un discours simple, ferme, définitif, qui nous persuaderait de servir la vérité en tranche. Or, plus l'on progresse en intelligence, plus on perd cette ambition. On dévoile ses complexités, on assume ses tensions. J'aimerais ne pas me contredire. C'est pourtant à cela qu'on reconnaît le crétin. Il ne se contredit jamais. Pourquoi traite-t-on de cloche les imbéciles ? Parce que la cloche ne donne qu'un son. Il n'y a que lorsqu'une cloche est cassée qu'elle sonne juste. Parce qu'elle donne alors plusieurs sons à la fois. Ensuite, toujours le père qui explique à Saad, son fils, les 7 commandements du parfait terroriste. 1. N'avoir qu'une idée. À partir de 2 idées, on commence à réfléchir. Or, le fanatique sait. Il ne pense pas. 2. Détruire ce qui s'oppose à cette idée. Ne jamais admettre des points de vue différents, encore moins divergents. 3. Abattre ceux qui s'élèvent contre cette idée. Les contradicteurs ne méritent pas d'exister car ils représentent un danger pour l'idée, la sécurité de l'idée. 4. Considérer que l'idée vaut mieux qu'une vie, y compris la tienne. Être fanatique, c'est avoir rencontré une valeur comptant davantage que les individus. 5. Ne pas regretter la violence car elle constitue la force agissante de l'idée. La violence a toujours les mains propres, même si elle dégouline de sang. 6. Estimer que toutes les cibles touchées par ta juste violence sont coupables. Si l'une d'elles se trouvait, par hasard, être d'accord avec toi, alors ce n'est pas une victime innocente, c'est un martyr. 7. Ne pas laisser entrer l'hésitation en toi. Dès que tu sens qu'un scrupule s'infiltre, tire. Tu tueras également le doute et la question. À bas l'esprit critique. Citation ensuite de Saad, si ma mémoire est bonne, ou de... Ça doit être Boub, non, ça, je crois que c'est Boub. Les gens des Nations Unies, si on leur explique qu'on fuit la pauvreté, qu'on veut décrocher un travail et envoyer de l'argent à sa famille pour qu'elle survive, on ne les intéresse pas. Ils ont besoin de spectacles, de scandales politiques, de massacres, de génocides, de dictateurs levant des armées de salauds maniant la machette ou la mitraille. Si on dit juste qu'on crève de faim ou de désespoir, ce n'est pas assez. La mort, avec sa faim, la famine, l'insécurité, l'absence d'avenir, ça ne les convainc pas. Ensuite, Saad. Je me rends compte que je traite avec des vainqueurs. Papa, ils me détestent. Ils détesteront toujours les gens comme moi. En demandant le statut de réfugié, je vomis sur leur action. Je les vexe, je les insulte, je leur mets le nez sur leurs erreurs. Je leur deviens insupportable. Dernière citation, toujours de Saad, on a la fin du texte. Il vient d'être arrêté après avoir été trouvé dans un camion qui était censé leur faire passer la frontière italienne avec 30 de ses camarades. Il parle à ce moment-là des policiers qui les ont arrêtés. S'il regrettait d'avoir laissé échapper le passeur, il ne regrettait rien nous concernant car notre sort était réglé. Comme des chiens errants, on nous destinait à des refuges, une fourrière. Certains d'entre nous seraient rendus à leur maître, leur pays, si on les identifiait. Aucun ne réalisait qu'il n'y avait pas pire catastrophe pour nous que de rentrer au pays. Nul ne comprenait qu'on nous dépouillait de nos économies, de celles de nos familles. Ils n'imaginaient pas que nous transportions avec nous les espoirs de nos proches. Non, ils avaient le sentiment d'avoir accompli leur devoir. Pas d'avoir bousillé 30 vies, et derrière ces 30 vies, 30 familles, soit 200 ou 300 personnes qui comptaient sur nous. Hurrah! Les bourreaux sabraient le mousseux dans le bureau du chef. Les héros de la veille se réjouissaient d'avoir bien travaillé. Voilà, je m'arrête là pour ce très court compte-rendu qui n'est pas vraiment un compte-rendu de lecture mais qui est vraiment plutôt des pistes pour préparer votre oral du bac. J'espère que cela vous sera utile, vous aura éventuellement, si vous ne l'avez pas lu, donné envie de lire ce texte. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous retrouve bientôt sur Un Parfum Littéraire.